Je n'ai jamais rien vu de pareil. 2 petits disques de verre suspendus devant ses yeux, dans des cercles de fils métalliques. Est-il aveugle ? Je comprendrais dans ce cas qu'il veuille se cacher les yeux. Mais il n'est pas aveugle. Il voit à travers ces disques obscurs qui de l'extérieur paraissent opaques. Il s'agit selon lui d'une invention nouvelle. Ces disques protègent les yeux du rayonnement solaire, dit-il. Vous en trouveriez l'usage ici, dans le désert. Grâce à eux, plus besoin de cligner des yeux. Les maux de tête sont moins fréquents. Voyez ? D'un doigt léger, il touche le coin de ses yeux. Pas de rides. Il remet en place les verres. C'est exact, il a la peau d'un homme plus jeune. Chez nous, tout le monde en porte. Nous sommes installés dans la salle la plus confortable de l'auberge. Entre nous, une bouteille et un bol de fruits secs. Nous ne discutons pas des motifs de sa présence. Il est ici en vertu de l'état d'urgence, cela suffit. Nous préférons parler de chasse. Il me raconte sa dernière grande battue à cheval, où des milliers de cerfs, d'ours, de sangliers ont été massacrés, en si grand nombre qu'il a fallu abandonner à la pourriture une montagne de carcasses. Quel dommage! Je lui décris les grands vols d'oies et de canards migrateurs qui descendent sur le lac chaque année et les pièges employés par les indigènes. Je lui propose de l'emmener pêcher une nuit dans un de ces bateaux qu'on utilise ici. C'est une expérience à ne pas manquer, lui dis-je. Les pêcheurs tiennent des torches embrasées et battent le tambour au-dessus de l'eau pour attirer le poisson dans des filets qu'ils ont tendus. Il hoche la tête. Il évoque une autre région frontière qu'il a visitée. Là-bas, les gens se régalent d'une certaine espèce de serpent. Il me parle d'une énorme antilope qu'il a abattue. Au milieu de meubles qui ne lui sont pas familiers, il se déplace avec hésitation. Pourtant, il n'enlève pas ses verres sombres et ne tarde pas à se retirer. Il est cantonné à l'auberge car la ville n'a pas de meilleur logis à lui offrir. J'ai souligné auprès du personnel l'importance de notre visiteur. Le colonel Jolle fait partie du 3e bureau. Actuellement, le 3e bureau constitue la section la plus importante de la garde civile. C'est en tout cas ce que nous apprennent les rumeurs qui mettent si longtemps à venir de la capitale. Le propriétaire hoche la tête. Les femmes de chambre s'inclinent. Il faut que nous lui fassions bonne impression. J'emporte un matelas léger sur les remparts où la brise nocturne aide à supporter la chaleur. À la lueur de la lune, je distingue sur les toits plats de la ville les silhouettes d'autres dormeurs. Sous les noyers de la place, je perçois le murmure de conversations tardives. Telle une luciole, une pipe brille dans l'obscurité. Son éclat s'affaiblit puis se ravive. L'été s'achemine lentement vers sa fin. Les vergers croulent sous leur fardeau. Je n'ai pas vu la capitale depuis ma jeunesse. Éveillé avant l'aube, je passe sur la pointe des pieds devant des soldats endormis qui s'agitent et soupirent, rêvant à leur mère ou à leur bonne amie. Je descends les marches. Au firmament, des milliers d'étoiles nous regardent. Ici, en vérité, nous sommes sur le toit du monde. À s'éveiller en pleine nuit, en ce lieu dégagé, on est saisi d'un vertige. Près de la porte, la sentinelle est assise en tailleur, berçant son mousquet au creux de ses bras, plongé dans le sommeil. Le charreton du portier est garé devant sa loge, fermée. Je passe. J'explique. Nous ne disposons d'aucun local spécial pour les prisonniers. Ici, il y a peu de délinquance, et d'ordinaire, elle est sanctionnée par une amende ou par une peine de travaux forcés. Comme vous pouvez le voir, cette cabane n'est qu'une resserre qui dépend de l'entrepôt à grains. À l'intérieur, l'air confiné est malodorant. Il n'y a pas de fenêtre. Les 2 prisonniers ligotés sont allongés sur le sol. C'est d'eux qu'émane cette puanteur de vieille urine. J'appelle le gardien. Que ces hommes se lavent, et vite! Je conduis mon visiteur dans l'ombre fraîche de l'entrepôt à grains.
Cette année, nous espérons obtenir 3000 boisseaux sur les terres communales. Nous ne semons qu'une fois. Le temps nous a été très favorable. Nous parlons des rats et des moyens de limiter leur nombre. Quand nous revenons à la cabane, elle sent la cendre humide. Accroupis dans un coin, les prisonniers sont prêts. L'un d'eux est un vieillard, l'autre un jeune garçon. Ils se sont fait prendre il y a quelques jours, dis-je. Il y a eu un raid à moins de 20 milles d'ici. C'est inhabituel. Normalement, ils évitent de s'approcher du fort. Ces deux-là ont été ramassés peu après le raid. Ils affirment qu'ils n'y ont pas participé. J'en sais rien. Peut-être disent-ils vrai. Si vous souhaitez leur parler, je suis bien entendu disposée à vous servir d'interprète. Le visage du garçon est tuméfié, meurtri. Un de ses yeux est fermé par l'enflure. Je m'accroupis devant lui et je lui tapote la joue. « Écoute, mon gars, lui dis-je dans le patois des marches, nous voulons te parler. » Il ne réagit pas. « Il fait semblant, » affirme le gardien. « Il comprend très bien ce qu'on lui dit. »« Qui l'a battu ?»« Pas moi, » répond-il. « Quand il est arrivé, il était déjà dans cet état. » Je me tourne vers le garçon. « Qui t'a battu ?» Il ne m'écoute pas. Il regarde par-dessus mon épaule, les yeux fixés non sur le gardien, mais sur le colonel Joll, debout près de lui. « Sans doute n'a-t-il jamais rien vu de pareil, dis-je à Joll. Je désigne ses vers. « Il vous prend peut-être pour un aveugle ?» Et Joll ne sourit pas. Devant les prisonniers, semble-t-il, il convient de préserver un certain décorum. Je m'accroupis devant le vieillard. « Père, écoutez-moi. Nous vous avons amené ici parce que vous avez été capturé à la suite d'un vol de bétail. L'affaire est grave, vous le savez. Vous êtes passible d'un châtiment. » Sa langue vient humecter ses lèvres. Son visage est gris, épuisé. « Père, vous voyez ce monsieur ? Il est venu de la capitale pour nous voir. Il se rend dans tous les forts de la frontière. Son travail est de trouver la vérité. C'est tout ce qu'il fait. Il découvre la vérité. Si vous ne me parlez pas, c'est à lui que vous allez devoir parler. Vous comprenez ? »« Excellence, dit-il. Sa voix est éraillée, il s'éclaircit la gorge. « Excellence, nous ne savons rien sur les vols. Les soldats nous ont arrêtés et ligotés. Pour rien. Nous étions sur la route, nous venions voir le médecin. Cet enfant est le fils de ma sœur. Il a une plaie qui ne guérit pas. Nous ne sommes pas des voleurs. Montre ta plaie à leurs excellences. » D'une main et du bout des dents, adroitement, le garçon commence à dérouler les chiffons qui entourent son avant-bras. Encroutés de sang et de pus, les derniers tours lui collent à la peau. Il les soulève pour me montrer le bord rouge et enflammé de la plaie. « Vous voyez, dit le vieil homme, rien n'y fait. Je l'emmenais chez le docteur quand les soldats nous ont arrêtés. Voilà tout. » Je traverse de nouveau la place, accompagnée de mon visiteur. 3 femmes nous dépassent. Elles reviennent du bassin d'irrigation, leur panier de linge sur la tête. Elles nous jettent un coup d'œil curieux, sans fléchir la nuque. Le soleil est accablant. « Ce sont les seuls prisonniers que nous ayons capturés depuis longtemps, dis-je. C'est une coïncidence. En temps normal, nous n'aurions pas du tout eu de barbares à vous montrer. L'importance de ce prétendu banditisme n'est pas grande. Ils volent quelques moutons, ils isolent d'un convoi une bête de somme. Quelquefois, en représailles, nous lançons une expédition contre eux. Dans l'ensemble, il s'agit de tribus misérables qui vivent le long du fleuve. Leurs troupeaux sont maigres. Cela devient un mode de vie. Le vieil homme affirme qu'il venait voir le médecin. Peut-être est-ce la vérité. Personne n'aurait entrepris un raid sans comprendre un vieillard et d'un enfant malade. Je m'aperçois que je suis en train de plaider leur cause. Évidemment, on ne peut en être certain. Mais même s'ils mentent, à quoi peuvent-ils vous servir, ces pauvres gens ? J'essaye de vaincre l'irritation qui monte en moi devant ces silences énigmatiques, devant le mystère qu'entretiennent les écrans opaques qui masquent théâtralement des yeux valides. Il marche les mains jointes devant lui comme une femme. « Il me faut cependant les interroger, dit-il. Ce soir, si cela convient, j'amènerai mon assistant. J'aurai aussi besoin d'un interprète. Le gardien, peut-être. Il parle leur langue ?
Nous parvenons tous à nous faire comprendre. Vous préférez que je ne sois pas là? Vous en auriez vite assez. Nous avons recours à certaines méthodes préétablies.